Dans cette maison loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Je m'installe à Santiago du Chili. Dans l'avion, une très jolie femme vient s'asseoir à côté de moi. Il s'avère qu'on a une relation. Et là, elle me dit, écoute Jean-Renaud, je suis enceinte de toi. En Yougoslavie, j'ai rencontré Lorraine. J'ai eu un flash incroyable. 3 semaines après, je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. Je reçois un mail. Bonjour, je suis Vicente. Maman m'a parlé de vous. J'aimerais beaucoup vous connaître. Nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles de la vie. Comment ? C'est justement ce qu'ils ont décidé de partager avec nous. Au travers de tout ça, il peut y avoir des failles qui laissent passer la lumière et qu'il peut y avoir des très belles choses qui se passent si on accepte de traverser ces moments de fragilité. L'amour triomphe de tout. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois un couple uni pour le meilleur et pour le pire. Alors qu'un lourd secret aurait pu avoir raison de leurs sentiments, ils viennent nous montrer que l'amour peut être plus fort que tout. Il a caché un pan entier de sa vie à sa femme pendant des années. Et pour elle, leur bonheur était presque trop parfait. Et puis un jour, la vérité a rejailli. Il a dû lui dévoiler ce qu'il lui cachait depuis tant d'années. Comment a-t-elle réagi? Comment passer du secret au pardon? Un formidable témoignage d'amour que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes beau comme tout, vous avez des sourires d'enfer. Suivez-moi. Merci beaucoup. Je vous laisse déposer vos affaires. Soyez les bienvenus, je vous laisse vous installer. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous voulez boire? Il y a du jus de fruits, une infusion, du café, du thé? Tu veux quoi, Lorraine? Un thé pour moi, s'il te plaît. Je suis ravi de vous recevoir. Je reçois un couple amoureux. Vous êtes rencontrés il y a 20 ans et je crois comprendre que vous êtes encore plus amoureux qu'il y a 20 ans. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai. Exactement ça. Ma femme ne me croit pas. Elle dit c'est pas normal, je vieillis et tu ne devrais pas être plus amoureux que moi. C'est pas dans l'ordre naturel des choses, mais si. Bon, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que vous n'avez aucun secret l'un pour l'autre? Ah. Je te rassure, Lorraine. On dit que dans un couple, c'est bien d'avoir un jardin secret, mais dans votre cas, Oui. le secret était quelque chose de très très lourd à porter pour vous, Jean-Renaud, pendant très très longtemps. Et au fond, c'est vrai que votre histoire elle est hallucinante. Je pense que quand Hollywood va entendre parler de vous, ils vont se battre pour adapter, pour adapter votre film au cinéma, ce qu'on appelle une comédie sentimentale romantique avec beaucoup de rebondissements. Et est-ce que je peux savoir pourquoi c'est important pour vous de la raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez Mais transmettre? écoutez, moi, comme vous l'avez dit, ma vie a été traversée d'événements très douloureux. J'ai failli y rester. Et à chaque fois, pour ces épisodes douloureux, finalement, c'est l'amour de mon entourage, l'amour de ma famille, l'amour de ma femme qui m'a sorti de l'ornière. Et voilà, je suis heureux de témoigner de cela parce que c'est un message d'espérance. Hein, la vie, malgré la difficulté, peut être très belle. Et vous, Lorraine, pourquoi c'est important pour vous de témoigner? J'ai longuement réfléchi à cette question et il m'est apparu en vivant ce chemin, enfin, cette traversée au cœur de ce secret, que le secret qu'on fait d'un événement, quel qu'il soit, aussi lourd soit-il, peut être un poison bien pire que l'objet du secret lui-même. Et je crois savoir qu'il y a quelque chose de très particulier qui est inscrit à l'intérieur de l'Alliance qui a du sens. Qu'est-ce qui est marqué? Omnia vincit amor, l'amour triomphe de tout. C'est gravé dans mon alliance, dans l'alliance de Lorraine. Et c'est quelque chose que vous avez gravé il y a 20 ans ou récemment? Eh, bonne question. C'est quelque chose que j'ai gravé il y a 20 ans, alors qu'effectivement, je n'avais pas... je portais ce secret que je ne l'avais pas dévoilé à Lorraine. Alors, on va revenir un petit peu en arrière pour savoir qui vous étiez. Au fond, quelle conception vous avez de l'amour, quelle conception vous aviez du pardon, justement, quand vous avez grandi. Donc, vous grandissez tous les deux dans un milieu aisé, comme on dit. Vous naissez à Neuilly. Oui. Et donc, quel genre d'éducation, quelle place dans la famille? Moi, je suis la quatrième d'une fratrie de garçons, de filles.
avec des parents qui étaient tous deux issus de parents divorcés très jeunes. Et eux se sont dit, ben, nous, non. On va vraiment essayer de tout faire pour ne pas faire subir ça à nos enfants et tout faire pour rester ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, donc 57 ans de mariage. Une éducation religieuse assez jeune, à 4 ans. Oui, une éducation chrétienne, une éducation assez classique, hein, finalement. Et vous, Jean Renaud, vous grandissez dans quel univers? Ah, écoute, moi c'est particulier. J'avais 3 sœurs, j'étais l'aîné, dans une famille avec des racines basques, et surtout un père que j'aimais beaucoup, mais très autoritaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire autoritaire pour que son fils, et ses filles d'ailleurs, puissent réussir au mieux. Le problème, c'est que lui, il avait très bien réussi, et qu'on avait un peu, moi particulièrement, j'avais un peu du mal à me hisser au niveau des attentes de mon père, mais j'essayais par d'autres biais d'y arriver, notamment par le sport, par exemple, ou par l'animation d'un groupe de copains. Là, par contre, il était étonné que je réussisse bien, et moi, ça me mettait en valeur. Alors ça, c'est un peu plus tard. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire Playboy? Vous acceptez la formule? Bon, vous tenez une planche de surf sur la photo ou vous savez faire du surf? non, je savais. D'accord. Parce que moi, j'ai la même photo, mais je sais pas faire du surf. Voilà. Mais j'ai la planche quand même sur la photo. Non. Pour de vrai. Oui, on passait nos vacances donc au Pays Basque avec évidemment des vagues pour ce genre de sport, et je m'y entraînais régulièrement. Alors, quand je dis Playboy, vous avez confirmé la formule. Et je pensais à l'aspect séduction, parce que vous êtes rencontrés, on verra à quel moment. Mais avant votre rencontre, dans votre jeunesse, à ce moment-là, par exemple, quelle relation vous avez avec... Alors, effectivement, moi j'avais un charme, disons, une facilité de communication, et notamment de relations. C'est bien dit, ça, notamment avec les femmes. Une facilité de communication. De communication. Et donc, mais dans le fond de moi-même, mon objectif, enfin, ce que je voulais avant tout, c'est de fonder une famille et d'avoir des enfants. Mhm. Donc j'ai essayé, voilà, j'ai cherché, effectivement, donc j'ai rencontré plusieurs femmes avant de... C'est rigolo, vous ayez du mal à le dire. Voilà. Et en parallèle, Oui. je crois qu'à 22 ans, vous êtes dans une histoire, vous êtes demandé en mariage finalement, c'est ça? Bah, pratiquement, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un des premiers hommes dont je tombe vraiment amoureuse. Première histoire sérieuse à laquelle je crois vraiment. Et effectivement, au bout de quelques temps, ce garçon, parce que la vie fait qu'il va être obligé de déménager en province, etc., pour son travail, accélère un peu le mouvement. Et me propose de le rejoindre, et dans la foulée me dit, bah écoute, voilà, et puis on se mariera, et voilà quoi, les choses vont être simples. Et là, vous refusez de le suivre en province ou vous hésitez? Entendre cette proposition, tout à coup, me met au pied du mur. Est-ce réellement le projet de vie dont tu as envie? Finalement, voilà, est-ce que c'est vraiment l'amour de ta vie? Est-ce que c'est vraiment l'homme que tu veux épouser? Est-ce que c'est vraiment l'homme que tu veux suivre? Est-ce que c'est avec lui que tu veux fonder une famille? Voilà, avoir des enfants, vieillir, avancer dans la vie, etc. Donc toutes ces questions qui Et à ce moment-là, les réponses se sont... bousculent dans ma tête. Ça a été terrible, hein, parce que j'ai un souvenir très net de m'être réveillée un matin en me regardant dans la glace et en me disant, Lorraine, sois honnête avec toi-même, la réponse est non. Et il va falloir lui dire très vite. Et je lui ai dit le soir même. À ce moment-là, Jean Renaud et Lorraine fréquentent des milieux très éloignés les uns des autres. Lorraine travaille comme documentaliste dans un magazine féminin où elle s'épanouit parfaitement, tandis que Jean Renaud a refusé le chemin tracé par son père vers Polytechnique pour trouver sa propre voie et devenir secrétaire général de la Chambre de commerce franco-thaïlandaise. C'est là qu'il prend goût au voyage. Et là, j'ai fait une rencontre providentielle d'un de mes amis qui revenait de coopération au Chili et qui m'a initié. Alors en 90, personne ne connaissait ça, le microcrédit. Personne ne connaissait ça. Donc, Il m'explique ce qu'est le microcrédit. Il me dit, ça a été depuis le créateur indien, celui qui l'a rendu célèbre, a eu le prix Nobel de la paix. Exactement. Mais c'était pas encore le Younous, Mohamed Younous. Et je plaque tout, dit, je vais avec toi, cette idée est géniale, on va monter ça au Chili. Donc ça dit beaucoup de vous quand même, ça. Ce genre de je plaque tout, j'y vais. Je fais référence à ce que vous disiez tout à l'heure. Mon père était un très grand banquier. Un jour, j'arrive et je lui dis, je pars faire du microcrédit dans les bidonvilles de Santiago du Chili. Il a failli me déshériter. C'est vrai? Il était fou furieux. C'est-à-dire Il me disait, mais attends, tu es en train de massacrer un début de carrière très très bon
pour aller faire du quoi? Du micro quoi? Et donc, il est fou furieux. Mais Vous le faites quand même. je le fais quand même. Ça c'est... Et une fierté, je le sens. exactement. Et donc je pars... Dans ce contexte-là presque euphorique, voilà, je pars à Santiago du Chili et donc on monte le Banco Contigo, le banque avec toi en espagnol, à Santiago du Chili où je reste donc 2 années, là-bas. et je pensais que c'était dans un avion que vous aviez fait la rencontre. Alors, donc je pars là-bas et je fais un premier petit voyage juste pour me repérer un petit peu avant d'y aller m'y installer. Et effectivement, dans l'avion, une très jolie femme vient s'asseoir à côté de moi. Et puis voilà, on commence à discuter. Manifestement, cette femme vient ce qu'on appelle le Barrio Alto, donc le quartier riche de Santiago, et elle commence à me questionner sur le projet de banque de microcrédit, et elle s'y intéresse. Elle était très belle, beaucoup de charme. On atterrit, on se quitte en se disant qu'on allait se revoir. Effectivement, on s'est revus. De fil en aiguille, voilà, on sort ensemble, elle devient mon amie sur place. Je la vois pas très souvent parce que je suis dans les bidonvilles et pour les gens de son milieu, il n'est pas question d'aller dans les bidonvilles. Vous avez une relation? On a une relation. C'est une femme qui avait beaucoup de qualités de cœur, mais qui était un peu, entre guillemets, mangée par son milieu où il y avait beaucoup d'argent. Alors un jour, je lui dis, écoute, est-ce que je fais ma vie ici ou pas? Je me pose la question. Et là, elle me dit, écoute, Jean-Renaud, je suis enceinte de toi. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, dans votre tête, à ce moment-là? C'est la pagaille complète dans ma tête. Parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Je reste ici au Chili. Moi, je suis dans un milieu, dans un projet social, elle est dans un projet capitalistique le plus pur. Je lui dis de venir en France, mais elle va pas abandonner son business. Et, donc, je me pose beaucoup de questions et j'ai pas beaucoup de réponses. Et vous êtes un peu dans la situation dans laquelle vous étiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, c'est que vous posez plein de questions. Il y a plein de questions à cocher. Et Sauf que la différence, c'est qu'il y a un enfant dans l'histoire. Hein. C'est complètement différent. Et justement. Et donc, comment ça pèse sur les réponses? Parce qu'il y a un choix. Il y a un choix d'histoire amoureuse. Il y a un choix de reconnaître un enfant. Il y a le choix d'habiter ou pas. Enfin, c'est le choix d'un pays. Exactement. D'aller annoncer en France, notamment à mon père, par exemple, voilà, que j'ai un enfant au Chili, etc. Donc ma tête est en ébullition. Évidemment, la relation est un peu tendue, on se voit un peu moins, parce que moi j'essaye de prendre du recul, etc. Je montre pas, appelons un chat, je montre pas un grand enthousiasme, parce que je suis scotché un peu par l'histoire, je sais vraiment pas quoi faire. Surtout que c'était au moment où vous pensiez repartir. Exactement. Et puis là... Il y a un coup de théâtre, elle vous dit, c'est pas vous le père. Alors, effectivement, elle me dit, écoute Jean-Renaud, je me suis trompé, c'est pas toi. Alors, c'était crédible. Pourquoi? Parce qu'avant de la connaître, elle était mariée avec un monsieur américain et qui revenait de temps en temps au Chili parce que il soldait un peu ses affaires et donc il la voyait de temps en temps. Voilà. Et donc elle me dit, en fait, c'est de mon ex-mari américain que j'entends. Et c'était plausible. Appelons un chat une deuxième fois. À la fois... je trouvais ça bizarre qu'une fille comme ça, intelligente, ait fait cet aller-retour. En même temps, c'est vrai que je me dis, c'est pas mon enfant, je rentre en France et on n'en parle plus. La vie continue. La vie continue avec quelques petites piques. C'est-à-dire qu'un jour, 1 an après, je reçois une enveloppe venant du Chili avec des photos. Sans texte, sans rien. Sans rien du tout, mais juste avec des photos. Quand vous ouvrez l'enveloppe, pareil, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Mais là, je comprends plus rien. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas mon enfant, mais elle m'envoie des photos et tout. Là, c'est pareil. Il y a de nouveau un combat intérieur. Et en même temps, il y a une colère. Il y a une colère parce que je me dis, mais non, d'un chien, elle m'envoie ces photos, elle pourrait quand même me dire pourquoi elle me les envoie. Et voilà. Donc, vous demandez, vous posez des questions? Non. Ces images hantent Jean Renaud. Pourquoi Lourdes les lui aurait-elle envoyées s'il n'était pas le père? Ces questions l'obsèdent et c'est à ce moment-là qu'il va être victime d'un grave accident. Nous sommes en 1994 et le destin tisse lentement la route du jeune homme vers Lorraine, sa promise. J'ai un accident de roller, vraiment idiot. Je fais du roller sur les pistes cyclables de Rambouillet, donc dans la forêt, donc j'ai pas de casque. Mais un vélo me heurte, je suis violemment projeté derrière, ma tête heurte le macadam,
fracture du crâne, hémorragie cérébrale, œdème cérébral, début d'engagement, enfin, c'est la panique. Je suis rapatrié en hélicoptère le plus vite possible à la Pitié-Salpêtrière, on me trépane. Et là, effectivement, on explique à mes parents que le pronostic vital est engagé, qu'il vaut peut-être mieux pas que je me réveille, parce que je vais être un légume. Bon. Il s'avère que je m'en sors. Je suis un cas médicalement inexpliqué, et les médecins de Garches me font faire des expériences à Saclay. Bon, et effectivement, après cet accident, j'organise un voyage. Alors c'est en 95 en Yougoslavie. Je vous rappelle qu'en 95 en Yougoslavie, le pays est en guerre. On fait 2 heures d'avion, on atterrit à Split, et là c'est Apocalypse Now. Vous sortez du coma, vous allez dans un pays en guerre. Je sors du coma, je pars dans un pays en guerre. On a 2 heures d'avion de Split, 2 heures de bus, pardon, et on arrive dans un petit village qui s'appelle Medjugorje. Alors c'est particulier, il y a des apparitions de la Sainte Vierge. Je rentre en France et j'explique ce que j'ai vu à ma famille, à mes copains, et ils sont tous « Oh, on veut y retourner avec toi ». Jean Renaud organise tout pour repartir sur ce théâtre de désolation avec sa famille. Mais peu de temps avant le départ, il apprend qu'une autre personne fera partie de ce voyage, une femme qu'il ne connaît pas encore. Cette femme inconnue qui part effectivement dans ce voyage, c'est vous. Et là, c'est presque un quiproquo pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous... C'est exactement un quiproquo. Alors, il se trouve que ce lieu, Medjugorje, est un lieu dont j'avais beaucoup entendu parler dans ma famille, parce que maman y était allée, ma sœur, ma tante, et il y avait même des voyages régulièrement qui s'organisaient dans la famille. Puis finalement, à la fin, j'en avais marre qu'on me parle de ce voyage. Je dis non, vous me cassez les pieds, j'ai pas envie d'y aller. Et là, je suis pas capable de vous dire ce qui se passe. En mars, j'appelle mon frère et je lui dis: donne-moi les coordonnées de cette personne qui organise les pèlerinages à Medjugorje. Je voudrais lui poser des questions sur le lieu, parce que j'en ai entendu parler et j'ai pas mal de questions. Et je ne mesure pas à quel point, en fait, elle a eu un côté peut-être un peu directif ou enthousiaste, en tout cas. Et elle me dit: c'est marrant que vous m'appeliez, je pars dans 15 jours, 3 semaines, je sais plus très bien, avec un groupe que j'organise pour un ami. Et elle a dû me poser la question: est-ce que ça vous intéresse? Bon, par politesse, je vais dire oui, pourquoi pas, envoyez-moi de la documentation, je sais pas quoi. Et je raccroche vraiment en me disant: très bien, je ne la connais pas, je ne la verrai jamais, de toute façon, j'ai eu mes réponses à mes questions et ça me suffit. Sauf que 10 jours plus tard, je reçois une lettre. Chère Lorraine, j'ai pris ton billet d'avion. Donc nous partons du temps au temps au mois d'avril à Medjugorje. Donc j'ai une place pour toi. Tu seras logé chez l'habitant, etc., etc. Et alors là, j'avoue que j'ai eu un choc. Je me suis dit: mais on s'est pas comprise ou quoi? Je me suis mal exprimée, mais qu'est-ce que j'ai dit qui a pu laisser penser que je donnais mon accord pour prendre un billet d'avion? Au début, j'étais prête presque à payer l'ESA et ne pas y aller. Ouais. Puis à un moment donné, vous dites: bon, allez. Bah, à un moment, je me dis: attends, quitte à payer déjà la moitié du voyage, autant y aller. C'est bête, c'était pas un mois, on partait 4-5 jours. Je me dis: bon, bah, tant pis. Je vais y aller. J'essaye, en désespoir de cause, de trouver quand même une ou deux bonnes copines pour m'accompagner dans cette galère. Je ne trouve personne, évidemment. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes dans ce groupe déjà constitué. Est-ce que vous vous rappelez de la rencontre, la première fois que cet homme rentre dans votre vie, les premières heures? Au début, j'ai pas un coup de foudre, en fait, pour lui. Je me dis: il est sympa, une bonne tête, j'aime bien son regard, je sais pas quoi, mais voilà, quoi. Et en fait, c'est au bout de 2 jours dans ce voyage que tout à coup, moi, j'ouvre les yeux et je me dis: attends, mais le mec, là, du voyage, ça fait 2 jours, en fait, il me colle, il me lâche pas, il est toujours assis à côté de moi. Mais si, c'est vrai. Non, mais attends, parce que c'est vrai. Oui, non, mais c'est important, parce que il colle, il me lâche pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, bonne poire que je me suis dit: cette femme, elle connaît personne. La pauvre, toute seule. Non, mais, La pauvre vieille. C'est vrai que personne ne vous croit. Hein. Non, mais non, d'abord, je lui explique un peu, effectivement, le contexte du truc. Mais je vais un peu m'occuper d'elle, parce qu'elle connaît personne, mais ne serait-ce que pour que ça soit harmonieux dans tout le voyage. Mais moi, j'ai eu au bout de 2 jours, un flash incroyable, mais vraiment incroyable, où c'est un vrai flash. Je me suis dit: mais nom d'un chien, jamais je n'ai eu une personne en face de moi, une femme, en qui j'avais l'intime conviction à qui je pouvais faire aveuglément confiance.
Ça s'est joué au niveau de la confiance. Après, ça s'est enchaîné. Mais La sensation première, la plus forte, c'est incroyable. Et vous, le déclic, c'est j'ouvre les yeux. Oui, j'ouvre les yeux et je suis touchée par la présence de cet homme, en fait. Je me dis, mais il est ahurissant parce qu'il a un culot monstre. Qu'est-ce qui me fait penser qu'il a du culot, en fait? Dans l'avion, il a fait déplacer quelqu'un de manière très péremptoire. Je trouve ça limite mal élevé, quoi. Il a fait déplacer un garçon à côté de qui j'étais assise pour s'asseoir à côté de moi. Il a recommencé dans l'autobus après. Il a carrément dégagé quelqu'un qui n'avait pas du tout envie de bouger. Je me suis dit, mais il est gonflé quand même. Après, il m'a fait sortir de l'autobus en laissant tout le monde dans le bus, en disant je vais t'emmener dans l'église. On s'est retrouvés tous les deux tout seuls, le bus qui partait. Je me dis mais qu'est-ce qui lui prend, quoi? Je le trouvais gonflé tout le temps. Ensuite, il a râlé parce que moi je suis arrivée dernière inscrite, donc je me retrouvais dans une maison chez l'habitant. Il n'y avait pas d'hôtel à l'époque. On était 2 ou 3 dans cette maison, loin de la maison où était le groupe. Il a engueulé la fille qui organisait. La pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu. Donc voilà, c'était que des situations comme ça. Je me disais, mais il gonflait quand même. Il exagère. Mais donc justement, il est gonflé, il exagère, mais ça vous séduit. Ouais, parce que je me dis, il est pas banal. Des comme ça, j'en ai jamais rencontré. Et vous ne connaissez pas la suite de l'histoire à ce moment-là. Non, je sais pas ce qui m'attend, mais effectivement, je suis intriguée, quoi. Et puis, je suis séduite par l'homme, quand même, non, c'est vrai. Snow falls down deep in my heart, deep beside African, and I crash to the ground. Quand on est rentré à Paris, on s'est dit mutuellement, il se passe quelque chose de pas banal. Et vous vous l'êtes dit entre vous? Oui. Et on s'est dit, il faut qu'on en ait le cœur net. Je vais t'essayer de raconter l'histoire. C'est plus drôle que ça soit Lorraine qui raconte. Alors, d'abord, effectivement, il me propose de repartir en me disant, écoute, il faut quand même qu'on apprenne à se connaître un peu, quoi. On se connaît vraiment pas. Et effectivement, Jean-Renaud un soir débarque dans mon studio et me dépose un billet d'avion et me dépose une enveloppe Kraft intitulée Devoir de vacances. Et il me dit, écoute, voilà, moi je pars demain matin, j'ai mon billet d'avion, je prends 2-3 jours de plus que toi, tu me rejoins dimanche, et je te demande d'ouvrir cette enveloppe une fois que je serai partie. Très bien. Donc je découvre la destination, voilà, au Maroc, et j'ouvre mon enveloppe, et là je découvre 2 pages, comment est-ce que je peux garder mon sérieux, je ne sais pas, intitulées Devoir de vacances, une liste de questions à se poser à 2, et tu avais intitulé ça stage de connaissance et de découverte l'un de l'autre en vue d'une vie à 2. Et là, toute une série de questions qu'on se parle chacun de nos éducations, de nos histoires, de nos familles, de nos amis, de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a construits, de ce que nous aimons faire, de nos projets, nos rêves, mais aussi des questions très précises, notre rapport à la sexualité, à l'argent, aux amis, enfin... Mais le questionnaire de 2 pages, quoi. Quel regard vous portez là-dessus aujourd'hui? On se refait pas. Moi, j'avais fait 3 ans de conseil. Moi, je savais faire des diagnostics. C'était structuré. C'était rapide, mais structuré. Ouais, c'est complètement cinglé. C'est pas romantique, en tout cas. Ça, c'est un jugement. Non, mais c'est un jugement, mais j'étais complètement cinglé de faire un truc pareil, parce qu'effectivement, il y avait des chances assez sérieuses. Ça peut faire fuir. Exactement. J'ai pris des risques. Je n'ai pas fui, mais je dois vous avouer que le soir où il est parti, donc j'ai passé cette nuit là toute seule avec ce billet d'avion, ce texte. J'ai passé une nuit, mais j'ai pas dormi, quoi. Moi, j'appelle ça presque une nuit de combat, en me disant, ce mec est complètement dingue, mais mec bringue-zingue, quoi. Il est fou. Et quelque part, je me suis dit, il se moque de moi. En fait, c'est trop. Il va trop loin. Je pense qu'il se moque de moi et je vais pas y aller. Je finis par m'endormir tant bien que mal en fin de nuit, une très mauvaise nuit. Et là, je me réveille, je me dis, mais t'es bête ou quoi, Lorraine? Il est génial, ce mec. La nuit porte conseil, donc là, vous l'appliquez à la lettre. Non, mais vraiment, je me vois vraiment, mais il est génial. Mais jamais un mec t'a fait un truc pareil, quoi. Le billet d'avion, le texte, il est fou. Donc je me dis, je vais faire ma valise et je vais le rejoindre, bien sûr. Alors, on pourrait penser que le côté fantasque va s'arrêter là. Eh bien, non. Alors, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'effectivement, la matinée, il y a une grande plage à Agadir. Et à l'aller, c'est moi qui posais la question, elle répondait. Au retour, c'est elle. Puis au bout de 4-5 jours, je me dis, non, d'un chien, pour le coup, ça colle. Un match, ça colle. Et puis alors là, petit combat, je dis, on se connaît depuis 3 semaines. Comment elle va... J'ai envie de lui demander si elle veut se marier avec moi. Je passe aussi des mauvaises nuits. Je lui dis, comment là?
Et puis à un moment donné, effectivement, on est au bord de la piscine. Je viens de sortir, je suis mouillé, etc. Et puis tout d'un coup, bam, je dis, allez, j'y vais. Et je me lance et je lui demande. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand il sort de la piscine mouillée et qu'il vous demande un mariage? Alors que vous le connaissez depuis 3 semaines. Ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'en plus, il avait à l'époque, il y avait des Walkman. Je ne sais même pas si vous avez connu ça, les Walkman, là, voilà, sur la tête. Donc en train d'écouter de la musique espagnole, je me souviens encore. Et on avait donc une conversation très banale. Et tout à coup, plouf, il me dit, au milieu de cette conversation, vraiment de tout et de rien, sortie de piscine, de toute façon, on va bien voir ce que tu me dis dans 15 jours quand je vais te demander un mariage. J'ai quoi? Tu peux enlever ton Walkman, là, s'il te plaît? Donc là, il est devenu tout rouge. Et je dis, attends, je rêve ou t'es en train de me demander en mariage? Et là, il s'est mis à bafouiller. Il me dit, oui, je suis en train de te demander je te demande en mariage, je veux t'épouser. Voilà, j'ai aucun doute, c'est toi que j'aime, je te demande en mariage. Mais c'est un petit peu précipité, donc je te demande de réfléchir pendant 15 jours avant de me donner une réponse. Ah, je lui dis donc tu ne veux pas que je te réponde tout de suite. Il me dit non, surtout pas, tu réfléchis pendant 15 jours. Vous avez peur de la réponse, surtout, à ce moment-là. Évidemment. Vous reculez l'échéance. On fait un pas en avant, un pas en Mais arrière. vous allez prendre ces 15 jours, mais au fond pour la forme. Et oui, mais pour la forme, alors j'ai pris un petit peu moins de 15 jours, mais effectivement, je me suis dit, bon, il me demande de réfléchir. Intérieurement, honnêtement, la réponse, je la connais. Voilà, moi j'aurais dit oui tout de suite, quoi. J'aurais replongé dans la piscine. Mais je me dis, je vais vraiment passer pour une idiote si j'ai pas l'air de réfléchir un petit peu sérieusement à quelque chose. 15 jours pour Lorraine, c'est déjà trop, tant la réponse lui paraît évidente. C'est oui, le mariage civil est programmé pour août 96. Mais voilà que 2 jours avant la cérémonie, le passé de son mari ressurgit. Je reçois un coup de téléphone. Hola, Jean-Renaud, que tal? Comment vas-tu, Jean-Renaud? C'est moi, Lourdes, la mère de Vicente. Alors à Et ce moment-là, on ne sait pas que c'est la mère de Vicente. Non, Donc non. là, cette femme Cette femme qui vous a m'appelle dit, et qui me dit, je suis... Alors, entre-temps, elle s'était mariée avec un basque espagnol. 40 km de Bayonne, San Sébastien. Originaire de San Sébastien. Il me dit, je suis de passage, ça serait sympa de se voir. Et je me mariais 3 jours après. Alors là... C'est pas vrai. collusion là, de deux fragments de votre vie. Et je sais pas pourquoi. Je lui dis, écoute, oui, mais sache que je me marie dans 3 jours et que on va se voir avec ma fiancée. Elle me dit, pas de problème, oui. Qu'est-ce qui vous pousse à la voir? Parce que vous pourriez dire, Je bah, sais c'est pas le moment. Ou qu'est-ce qui vous sais pousse pas. à y aller avec Lorraine? Parce que vous prenez le Alors- risque qu'elle parle de cet enfant à ce moment-là. Mais je sais pas. Parce qu'au moment de mon mariage, évidemment, je me suis posé la question. Et puis je me suis dit, je me suis passé le film du loser. C'est-à-dire, je le dis à ma femme. Finalement, elle veut pas se marier avec moi à cause de ça. Et c'est pas mon enfant. Donc je perds sur toute la ligne. Donc au moment du mariage, je dis, un jour, je lui en parlerai. Voilà. Bon, Donc vous proposez à Lorraine. alors j'explique à Lorraine quand même. Je lui dis, écoute, c'était ma petite amie Emma. Elle est là, elle est de passage. On va aller prendre un verre avec elle. Alors je pose la question à Lorraine parce qu'il y a des gens qui supportent pas l'idée qu'il y ait des ex, qui aimeraient que l'histoire démarre à la rencontre. Et donc, Oui. dans votre cas, quand il vous parle de ça, c'est naturel pour vous d'aller la rencontrer 2 jours avant le mariage. Oui, moi, il faut comprendre, je suis tout à la joie de l'organisation de ce mariage. Mariage civil, mariage religieux, voilà, c'est l'euphorie complète. Moi, je suis très heureuse. Et je prends plutôt cette proposition, comme on parlait de confiance tout à l'heure, comme une marque de confiance. Il me dit, écoute, voilà, il y a prescription, c'était ma petite amie au Chili, de toute façon, elle est mariée, elle a des enfants. Il savait que je parlais espagnol, donc on va prendre un verre. Et donc, ce qu'il faut, c'est que vous allez trouver cette femme sympathique, Oui. le courant passe, mais vous notez quelque chose de particulier, et on verra que ça Oui. prendra de l'importance plus tard, c'est que vous trouvez que la retrouvaille est assez froide. Oui, je trouve que c'est tendu. D'abord, je ne m'explique pas pourquoi Jean-Renaud ne l'invite pas à la maison. Voilà, ses parents avaient une jolie maison dans Bayonne, je sais pas quoi. Je me dis, ce serait beaucoup plus sympathique de l'inviter là. Non, on va se retrouver dans un bar, aucun intérêt. Et effectivement, elle a été très charmante avec moi. Et je me suis dit, c'est marrant, il y a quelque chose de tendu entre eux. Je trouve pas que les retrouvailles soient si chaleureuses, quoi. Voilà, un petit truc qui passe pas. Bon, on verra comment ce doute va se confirmer un peu plus tard. Entre-temps, il y a le mariage. Moi, je vous propose de me commenter cette journée. Ah non, mais moi, c'était une journée mais de rêve. D'abord, on était au mois d'octobre. Moi, j'avais qu'une trouille, c'est qu'il fasse froid, qu'il pleuve. Enfin, voilà, quoi. Il faisait un temps de rêve. Grand ciel bleu, c'était magique. Tout était beau, tout s'est fait hyper rapidement.
Nous, on est passé outre pas mal de détails matériels parce qu'on était vraiment dans l'euphorie de notre rencontre, de ce mariage religieux qui avait beaucoup de sens pour nous, et puis vraiment dans la joie de s'engager. Et on savait qu'on avait tous nos amis, toute notre famille, que tout le monde se réjouissait de ce mariage. Donc c'était vraiment que du bonheur, quoi. Alors, un bonheur qui va se prolonger par la naissance, et là je fais une ellipse énorme, hein, la naissance de 2 enfants magnifiques. Et donc, ce qui est fou, c'est que c'est presque trop de bonheur. Et vous, ça va vous mettre dans la tête quelque chose de très étrange, ce qu'on appelle le bonheur anxieux. Oui, tout à coup, au fond de mon cœur, je me dis, il y a un truc qui colle pas. Trop beau pour être vrai. Exactement, c'est trop beau pour être vrai. Il y avait au fond de moi une espèce de pic dans le cœur, quoi, une épine, de me dire, il y a un truc que je ne sens pas quand même chez Jean Renaud. Donc vous parlez de vos doutes? Ah oui. Alors, ça se matérialise pas forcément par des doutes, mais ça prend la forme. Oui, et ça prend la forme de jalousie. Donc ça le mettait dans une fureur noire, il était fou furieux. Et vous voyez pas de quoi il s'agit à ce moment-là, évidemment. Je comprends pas comment elle peut être jalouse. Enfin, pour moi, elle voyait bien que je l'aimais comme un fou. Et alors, la chose paradoxale, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une surprise que vous allez organiser, un brunch surprise. Ouais. J'ai fait une grosse gaffe ce jour-là. Oui. Voilà, les années passent et un jour, je reçois un coup de téléphone à la maison, un après-midi. C'était un moment où je travaillais pas. Et coup de téléphone de Lourdes qui appelle du Chili et qui me dit, voilà, je sais pas si tu te souviens de moi, nous nous sommes rencontrés juste avant ton mariage. Et je lui dis, si, je me souviens très très bien de notre rencontre, je me souviens très bien de toi. Et elle me dit, écoute, j'arrive à Paris dans 3 jours et est-ce qu'on pourrait se voir? Et je lui dis, écoute, super idée, on va faire une surprise à Jean Renaud et on va organiser un brunch à ton hôtel. Et elle me dit, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de faire une surprise. Je lui dis, si, laisse-moi faire, tu vas voir, ça va être très rigolo. Je m'en occupe. Et elle me dit, je serai là avec un de mes enfants. Et je lui dis, bah, nous, on a nos 2 enfants, super, on se retrouve avec les enfants, ça va être très, très sympa. Donc j'avais dit à Jean Renaud, samedi, surprise, je t'ai organisé quelque chose. Avec l'ironie dramatique, évidemment, c'est très étrange. Et alors... Et le vendredi soir, tout à coup, je suis prise espèce de remords. Je me dis, attends, mais c'est quand même pas mon histoire, c'était sa petite amie, je suis un peu gonflée de faire ça. Et je lui dis, au fait, la surprise, il faut que je te dise quand même, c'est Lourdes qui arrive en France. Elle est dans l'avion, elle arrive, et en fait, on la retrouve demain à son hôtel avec nos enfants et un enfant. Et moi, je vais être dans vos têtes à cet instant précis. Moi, je suis fou furieux. Fou furieux, qu'elle m'en ait pas parlé. C'est-à-dire que j'imagine le cœur qui se décroche. Parce que là, complètement. votre passé... Fou furieux et panique totale. Surtout quand elle me dit qu'elle est avec un enfant. Et donc vous comprenez cette colère à ce moment-là? Mais je comprends rien. Il se met dans une colère noire, je me fais traiter de tous les noms d'oiseaux. Alors si, il me dit quand même, écoute, c'est pas ton histoire, qu'est-ce qui te prend de prendre des initiatives? Non, fondamentalement, je ne comprends pas la profondeur de sa colère. Je me dis, mais enfin, je lui dis, attends, c'est bon, c'est juste un brunch, ça va durer 2-3 heures, et puis c'est tout, on en parle. Et elle vient avec un enfant, elle vient avec quel enfant? Elle vient avec une petite fille. Entre-temps. Donc ce n'est pas l'enfant dont vous aviez reçu la photo? Non. Après moi, elle a eu une fille et puis 2 jumelles. 2 petites jumelles. Et elle est venue avec une des petites jumelles, en fait. En fait, son mari l'a rejoignée après. La colère de Jean Renaud est aussi profonde que son secret. Il est persuadé que s'il parle à Lorraine, elle se sentira trahie. Mais en 2005, sa femme, qui se pose des questions à propos de leur relation, pousse son mari à suivre une formation sur la communication dans le couple. C'est après ça que Jean Renaud décide de franchir le pas. Je me dis, je vais lui dire. Alors vous dites quoi? Non, je vais lui dire. C'est une étape, c'est un premier pas. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Je décide de lui dire dans la basilique de Montmartre. Vous dites tant qu'à faire, autant qu'il y ait un joli cadre. Un joli cadre, et puis puis que ça soit signifiant pour nous 2. Donc on se retrouve dans la basilique, on prie, et ensuite après il est prévu d'aller dîner. Donc on va dîner. Et puis là le dîner c'est des coups de... Vas-y Jean Renaud, mais dis-lui, mais bon Dieu. Et puis rien ne sort. Mais t'es un con quoi, t'as organisé ça pour ça. Et ça n'arrive pas à sortir. Je paye l'addition, on s'en va et j'ai rien dit. Je me suis déballonné sur toute la ligne. Et Lorraine, stoïque, ne dit rien. Ne réclame rien, alors que... Est-ce que vous, ce jour-là, vous avez senti qu'il essaie de vous dire quelque chose ou pas du tout? Oui,
J'ai non seulement senti, mais je l'avais compris, parce que Jean Renaud m'avait dit, j'ai quelque chose à te dire que je porte seul depuis très longtemps. Donc j'ai senti qu'il avait quelque chose de très lourd à me Ah oui, la confier. phrase est plus que claire. Oui, mais pour moi, c'était plus peut-être de l'ordre vous voyez, d'une blessure d'enfance ou de quelque chose qu'il n'avait jamais pu confier à quelqu'un. Voilà, donc je Comme ce savais. soir-là, il n'y a pas de révélation, vous respectez ça et vous dites, bon, c'était pas le bon soir, c'est trop compliqué pour lui. Je me dis, il n'est pas prêt. D'accord. Et Donc vous je n'insistez le pas. mais connais, vous- je ne force pas. On rentre. Hein, et le lendemain soir, j'amène Lorraine et les enfants à À la gare pour aller au ski. Ouais. pour aller au ski. Et je rentre chez moi, je me mets devant l'ordinateur. Et là, je reçois un mail. Bonjour, je suis Vicente, maman m'a parlé de vous, j'aimerais beaucoup vous connaître. Et là, le ciel me tombe sur la tête. C'est panique totale. Parce que là, je me dis, waouh, là, j'ai un vrai élément d'information qui a l'air de tendre. Il me dit pas que c'est mon fils, mais le fait qu'il m'envoie ce mail, clairement, est une indication. Il a 14 ans. 14 ans. Là, oui, non, là, je me dis, terminé. Je veux dire, c'est mon fils. Mhm. Et donc là, vous allez appeler Lorraine au ski en disant bon, quand tu rentres, il va falloir que je te dise quelque chose. Là, vous pensez que c'est toujours ce secret d'enfance, cette blessure d'enfance, c'est ça? Il a prononcé une phrase qui a été décisive et qui m'a fait monter d'un cran la pression. Il m'a dit, j'ai reçu un vif rappel à l'ordre, il faut absolument que je te parle. Et le fait de me dire, j'ai reçu, je me suis dit, attends, il a reçu un email, il a croisé quelqu'un, il a eu un appel téléphonique, ou une lettre, je sais pas. Il y a une tierce personne dans l'histoire. Et là, je me suis dit, ça c'est vraiment un gros truc qui va te tomber sur le coin du nez. Et j'ai eu dans mon esprit cette expression secret de famille. Alors, le moment de l'annonce, il a lieu où? Et quels sont les mots que vous entendez? Alors, le lieu de l'annonce a du sens pour nous, parce qu'encore une fois, Jean Renaud il vous l'a dit, on a des convictions tous les deux chrétiennes, et il décide de m'emmener dans notre paroisse. Implicitement, je comprends ce que j'ai à te dire va être lourd, mais je sens qu'on va pouvoir s'appuyer sur notre engagement dans le mariage, sur notre sacrement de mariage, pour traverser ce que je vais te dire. Et vous sentez à ce moment-là que vous ne pouvez plus reculer? Ah ben non, là j'ai reçu le mail, c'est terminé. Là, je me dis, je vais à l'échafaud, là. Dans quel état vous êtes à ce moment-là? Je suis totalement paniqué. Paniqué, pourquoi? Franchement, je pense pas que Lorraine va partir. Ça s'est passé avant. Mais j'ai une peur monstrueuse de la blesser profondément, que quelque chose soit détruit dans notre relation. Le non-dit, en tout cas, vous qui aviez une relation Voilà, de le confiance, nom. surtout. Voilà, exactement. Et donc, quels sont les mots que vous entendez? J'insiste en disant que vous entendez, parce que c'est peut-être pas ceux qu'il a prononcés, mais en tout cas, dans votre souvenir à vous, la Excellent. charge émotionnelle, c'est quoi? Oui, il y a eu deux phrases. La première, c'est « Selon toute vraisemblance, Lorraine, j'ai un fils au Chili qui a aujourd'hui 14-15 ans, je me souviens plus très bien. » Et là, le sentiment de me prendre un premier coup de poignard. Mais vraiment, hein, je me dis « Ah, merci bien. Qui est la mère? Tu la connais très bien, c'est Lourdes. » Ah. Et là, je sens le deuxième coup de poignard. Mais vraiment. Alors, encore une fois, comme le dit Jean Renaud très justement, ça s'est passé avant notre mariage. Donc, pour moi, il n'y a aucune... Pas de trahison. Voilà, il n'y a aucune notion de trahison, rien de tout ça. Moi, c'est vraiment le non-dit. Je me dis, mais zut, il n'a pas fait confiance en mon amour. Moi, c'est ça qui m'a blessée. Et l'autre chose, effectivement, je me dis, mais attends, mais je rêve ou quoi? Tu m'as laissé devenir amie avec Lourdes, mais pourquoi? Là, je me suis sentie, mais le dindon de la farce. Et cette sensation-là va durer combien de temps? Ah, ça va être long. Ça va être long parce que Jean Renaud m'a dit, je te demande de n'en parler à personne. Donc ça veut dire ni les enfants, ni le reste de la famille. Voilà. C'est que tout à coup, je me retrouve plongée dans un secret qui ne m'appartient pas, qui aura des conséquences sur ma vie, sur notre famille. Et la seule personne à qui je peux en parler, c'est mon mari. Et vous, aujourd'hui, vous vous rappelez pourquoi c'était important pour vous de le dire à personne à ce moment-là? Parce que, Oui. tout simplement parce que je voulais voir Vicente avant d'en parler à ma famille. Et un peu plus loin, je voulais, ça c'était la colère, enfin c'est une réaction pas bonne, mais je voulais, noir sur blanc, que sa mère
me dise si c'est ton enfant par rapport à la dernière parole qu'elle avait eue avec moi. Et ça va prendre du temps? Et ça va prendre du temps parce qu'on a parlé tout à l'heure de milieu. C'est un milieu, aller annoncer à tout le monde que j'avais un enfant naturel dont j'avais pas parlé à ma femme, etc. C'est compliqué. C'est quoi, la peur du jugement, la peur du rejet? La peur du jugement, clairement. La colère, comme je vous l'ai dit, par rapport à sa mère. Et puis aussi tétanisé à l'idée d'expliquer à mes 2 enfants qu'ils avaient un demi-frère. Ça, là, j'ai été complètement idiot. Lorraine avait tout juste sur cette question et j'avais tout faux. C'est clair, j'ai déjà dit. Mais j'étais tétanisé, je ne savais pas comment faire. 3 années durant, le couple va garder le secret. Mais patiemment, Lorraine amène son mari à l'idée d'en parler. Ils décident alors de partir au Chili pour rencontrer le fils de Jean Renaud. Et c'est en famille qu'ils vont faire ce voyage un peu spécial. Quand on part, mais moi je suis folle de joie. Entre-temps, vous avez parlé à Lourdes. Oui, entre-temps, rapidement, je me suis dit, il faut que je fasse comprendre à Lourdes que je suis au courant. Parce qu'on avait quand même noué déjà une relation toutes les deux vraiment d'amitié, de proximité. Donc je prends l'initiative de contacter Lourdes et de lui dire, voilà, je suis au courant. Et Lourdes me dit, mais j'avais très peur de ta réaction et j'avais très peur que tu sois fâchée avec moi. Je dis, non, je vais jamais me fâcher avec toi. Je comprends en fait, voilà. Et vous choisissez de le dire aux enfants dans l'avion? Oui, non, c'est vrai que moi, je trouvais ça un peu dur. Ils avaient 9 et 10 ans, c'était plus des bébés quand même. Donc, moi, d'abord, j'étais vraiment dans l'attente et dans l'expectative et la joie que mes enfants apprennent ça. Pour moi, il fallait qu'ils le sachent le plus rapidement possible. Leur acceptation n'en serait que d'autant plus facile. Vous avez peur de leur réaction à ce moment-là? Oui. Peur qu'ils ne comprennent pas, ils me jugent négativement, ils acceptent pas ou ils acceptent difficilement l'existence d'un demi-frère. Enfin, j'ai empilé toutes les raisons pour lesquelles j'étais mort de trouille de leur annoncer. Et réaction dans l'avion des enfants, 9 et 10 ans? Un enthousiasme, ils ont posé aussi beaucoup de questions. Vous vous rappelez des questions? Oui, ils ont posé, mais j'avais dit à Jean-Renaud, fais attention, tu sais, ils vont bien réagir. Mais ils vont pas te louper, ils vont te poser des questions, il va falloir que tu sois prêt à répondre. Et effectivement, ça a fusé. Alors la première question de notre fils, qui était fils aîné, il me dit « Ah, alors donc ce n'est pas moi l'aîné ?» Première question. Est-ce qu'il va t'appeler papa? Est-ce qu'il va porter le même nom que nous? Mais est-ce que tu es toujours amoureux de Lourdes? Donc est-ce qu'en fait on va au Chili, tu vas quitter maman, tu vas rester là-bas et on repart tout seul avec maman? Enfin, toutes ces questions. Et puis des questions du genre... Ah ouais, donc en fait, on fait un bébé et on s'en rend pas compte. Donc en fait, tu t'en es pas rendu compte que tu faisais un bébé? Bah non, on ne s'est pas rendu compte. Ah oui, donc en fait, on fait un bébé et on a le droit de pas s'en occuper. On a le droit de faire ça, donc, bien sûr. Et donc on n'a pas besoin d'être marié pour faire un bébé, non, bien sûr. Enfin voilà, toutes ces questions d'enfants, à la fois pleines de justesse, pleines de vérité, pleines de spontanéité, mais tellement juste qu'on était un peu démunis. Et puis à un moment... moi, ça m'a bouleversée. Il y a notre fils qui s'est retourné vers moi et qui a dit elle a dû beaucoup pleurer, maman. Il pense à vous quand vous l'avez appris? Ouais, il pense à moi. Et ça, moi, ça m'a bouleversée. Puis il y a eu cette question de ma fille qui nous a fait rire parce qu'elle me dit mais maintenant, quand Yon a un frère aîné, moi, j'aimerais tellement avoir une grande sœur. C'était pas assez, du coup. J'ai dit écoute, moi, je peux rien faire, demande à papa. Et donc, du coup, vous êtes dans quel état d'esprit après les questions de ces enfants? Ah ben là, vous imaginez, complètement rassuré, même reconnaissant à mes enfants. Parce que pour le coup, ils osent poser toutes les questions. C'est-à-dire que c'était un secret, là il n'y a plus de secret. Il n'y a pas de rejet. D'un coup, il n'y a pas de tabou, on pose des questions simplement. Voilà, exactement. Ouais. La rencontre avec cet enfant, Vicente, il a 16 ans à ce moment-là? Alors en fait, on avait décidé avec sa mère de nous retrouver. Alors, hémisphère sud et hémisphère nord, nous on pouvait y aller l'été, donc là-bas c'était l'hiver. Et on s'est dit, tant mieux, on va se retrouver, les 3 enfants adorent le ski. On va se retrouver dans une station de ski, et comme ça ils pourront pratiquer ensemble. Et ce qui est extraordinaire, inouï quand on y repasse, c'est que moi j'ai découvert mon fils pour la première fois, en même temps que ma femme et que mes enfants. On était à égalité devant la découverte de Vicente et de ce garçon. Ça, c'était magnifique. Et l'autre chose extraordinaire, alors ça m'a bluffé, mais bluffé. Mes copains m'ont dit, oh, mais t'as quand même fait un test ADN, Jean-Renaud, dans cette histoire. Vas-y, mon test ADN. On est arrivé là-bas, il y avait un garçon de 16 ans, de 17 ans, et 2 de 10 et 11 ans, qui, l'un parlait pas français et les 2 autres parlaient ni anglais ni espagnol. Et en une journée,
j'avais devant les yeux une fratrie. C'est-à-dire, ils se sont super entendus. Ouais. Incroyable. Vous avez quel souvenir de cette première rencontre? Alors moi j'étais émue parce que d'abord une grande joie de retrouver Lourdes. Voilà, parce qu'on avait beaucoup échangé par Skype, voilà, on s'était beaucoup téléphoné et on attendait, comme je vous l'ai dit, toute cette période de secret. Moi, j'avais dit à Lourdes, tu sais, je rêve de venir te rencontrer, faire la connaissance de ton fils, de venir avec mes enfants, etc. Donc, pour moi, il y avait une grande attente et pour Lourdes aussi. Donc, pour nous, c'était une explosion de joie, quoi, de nous retrouver toutes les deux et de se dire, mais enfin, quoi. Quelque chose va se passer pour réunir ces trois enfants et cette famille. Donc beaucoup de joie, beaucoup d'émotions de découvrir cet ado. Donc j'avais vu quelques photos, mais c'est vrai que de le voir en chair et en os, de le prendre dans mes bras, de l'embrasser. Particulièrement attachant en plus. Ah non, mais il est bouleversant cet enfant. Moi, je suis très touchée par la personnalité de ce garçon, quoi, vraiment. Qui a eu un parcours pas facile. Parce que lui, vous avez eu une conversation avec lui sur ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, les questions qu'il se posait à ce moment-là. Non, on n'a pas. Non, on laisse venir. Pas à ce moment-là. Et puis, vous allez lui proposer ou pas de l'adopter, de le reconnaître? Comment ça se passe? Alors, non, moi, je lui ai fait comprendre. Je lui ai fait comprendre, à plusieurs reprises d'ailleurs, que j'étais ouvert à tout. Lui donner mon nom de famille, enfin, qu'il prenne le nom de famille, qu'il le reconnaître, etc. Que la balle était dans son camp. Mais voilà, il a été élevé par un homme qu'il appelle papa, en ma présence, et que donc, moi, je le laisse complètement libre de ce qu'il veut faire. Il sait que je serai derrière. Je pense que, pour le moment, il n'en est pas question. Il est désormais impossible de garder le secret plus longtemps. De retour en France, Lorraine et Jean Renaud racontent toute leur histoire à leurs familles respectives. Alors, quelles sont les réactions, celles dont vous vous souvenez? Ma famille, ça a été quand même un accueil chaleureux, bien que très surpris. Et là où j'étais bouleversé, au départ j'avais beaucoup plus peur, c'était ma belle famille. C'est-à-dire que moi, mes beaux-parents et puis les frères et sœurs de Lorraine ont été extrêmement accueillants par rapport à cette nouvelle. Ils ont reçu Vicente derrière, chez eux. Le frère de Lorraine s'appelle Vincent. Voilà, donc moi, ça a été une réussite, là encore, une fois, au-delà de ce que j'avais imaginé. Et donc cet enfant, Vicente, va découvrir donc un nouveau papa, et dans le même temps, en 2009, il va perdre sa maman. Oui, alors Lourdes est malheureusement tombée gravement malade après toute cette histoire. Et pour des raisons de santé, il était difficile pour elle d'être soignée au Chili. Et son mari et elle ont décidé de partir aux États-Unis. Donc ils se sont installés à Boston, tous en famille. Et à un moment, j'ai dit à Jean Renaud, je suis très inquiète. Je sens que la maladie va vite et que Lourdes est vraiment très gravement malade. Et je veux aller à Boston lui parler. Moi, j'ai plein de questions à lui poser. Il y a beaucoup de choses entre nous qui n'ont pas été dites. Et moi, un jour, je vais me retrouver. J'ai vraiment ce sentiment. Je me dis, mais je vais me retrouver avec ces trois enfants à qui, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que je raconte cette histoire, ce qui s'est passé. J'ai beaucoup lu la version de Jean Renaud. Voilà, il me manque la version de la maman de Vicente. Donc j'ai dit à Jean Renaud, moi, je prends l'avion et je vais à Boston. Donc vous allez beaucoup vous parler, et au fond, elle va beaucoup vous parler aussi de son histoire qu'elle a eue avec votre mari. Mais voilà. Je voulais comprendre son parcours de femme et vraiment dire à Lourdes, mais moi, j'ai besoin de comprendre ce que tu as traversé. Comment tu as pris toutes ces décisions, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur. Et notamment quand elle lui dit tu n'es pas le père, pour le laisser partir. Eh ben oui. Et qu'en même temps elle envoie la photo sans explication. Oui. Donc en fait elle vous donne au fond un regard là-dessus, sur cette période-là. Oui, elle me donne quelques éclairages en m'expliquant, mais finalement j'ai bien vu que pour Jean Renaud c'était rude, ça a été un choc, que c'était pas une joie et que voilà, il n'y avait pas d'enthousiasme et que en tout cas il fallait y réfléchir et elle m'a dit effectivement à un moment j'ai changé un peu la version des choses et je rendais sa liberté à Jean Renaud d'une certaine manière. Ouais. Et donc aujourd'hui cet enfant, parce que c'est une photo magnifique, là on voit toute la fratrie, cet enfant fait partie de la famille, vous êtes sa marraine? Je suis sa marraine de confirmation. Ça, c'est un épisode qui m'a bouleversée parce que pendant ce séjour à Boston où Lourdes était vraiment très, très gravement malade déjà,
il y a eu un moment incroyable où Vicente m'a dit, mais tu sais, je suis en train de préparer ma confirmation, donc qui est un sacrement chrétien. Et il m'a dit, il faut choisir un parrain ou une marraine. Et il me dit, je veux que tu sois ma marraine. Et alors j'ai été très très bouleversée. D'avoir cette place et qu'il vous demande. Oui, parce que là je me suis dit, c'est vraiment Vicente qui prend l'initiative de nouer une relation sur un terrain très particulier. En plus, je le prenais un peu comme une demande de cœur à cœur. Et là, c'était lui qui était demandeur. Pour moi, alors que moi j'étais entre guillemets la belle-mère. Et lui vous a dit comment il avait grandi, c'est-à-dire au fond quelles étaient les questions qu'il se posait sur son père depuis, vous en avez parlé, au fond de quoi il avait eu besoin, ou il vous a posé, vous avez parlé de ça ou pas du tout? Écoutez, il a plutôt échangé avec ma femme qu'avec moi. Parce qu'en fait, j'ai écrit un petit diary que je lui ai communiqué pour lui donner ma version des faits. Et à partir de ce diary, il a posé question à Lorraine. D'accord. Et vous avez un bracelet, et c'est très particulier. Ah oui. Parce que ça aussi, c'est le destin. C'est-à-dire qu'il y a 3 petits médaillons. Ouais. Vous aviez marqué sur les 2 premiers le nom de vos enfants. Il y en avait un où il n'y avait rien. C'est un bracelet auquel je tiens beaucoup et que je porte tout le temps. Et que Jean Renaud m'a offert à la naissance de notre fille en 99. Et donc nous avons eu 2 enfants. Il y a 3 petites médailles. Il y avait 3 petites médailles vierges. Donc Jean Renaud avait fait graver les prénoms de notre fils, de notre fille. Et il m'a dit, écoute, il reste une 3e médaille. Et peut-être qu'un jour, la vie nous donnera un 3e enfant. Et je me suis dit, cette médaille, en fait, ça sera celle de Vicente. Et donc j'ai fait graver le V de Vicente sur ce bracelet. Voilà. Alors quand vous l'avez rencontré, parce que là finalement on a fait votre vie en résumé, vous vous dites waouh, ce mec est singulier. Ah oui. On porte votre formule et vous n'imaginiez pas que votre histoire allait être si spéciale. Non. Parfois je lui dis mais j'ai l'impression d'avoir épousé un roman quoi, ça ne m'arrête pas. Et c'est vrai que c'est les coups de théâtre n'arrêtent pas. Ben ouais, mais c'est pour moi c'était une leçon de vie cette épreuve en me disant mais quand je suis en face de quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, la première chose à faire, c'est tais-toi. Écoute, sois présente, mais tais-toi, parce que donne pas des conseils, tu ne sais pas. Et vous, Jean Renaud, quelque chose qui a été un secret, donc on l'a dit, parfois du poison, parfois un fardeau. Le fait de le raconter comme ça, de ce que vous voulez transmettre, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est-à-dire, faites gaffe aux secrets. Ne pensez pas que les enfouir, c'est la solution. Ça a du poids dans votre bouche. Et en ce qui vous concerne, ce souci de transmission, c'est quoi? Moi, ce qui m'a touchée, c'est de me dire finalement, on est 2 êtres fragiles. Voilà, on a nos défauts, on a nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs. Chacun, il en a eu, moi j'en ai eu. Mais qu'au travers de tout ça, il peut y avoir des failles qui laissent passer la lumière et qu'il peut y avoir des très belles choses qui se passent. On peut avoir la capacité de tout flanquer par terre et d'envoyer bouler une situation en disant c'est invivable, c'est trop compliqué. Et puis de se dire, moi j'aime bien le terme d'inventer, dire il y a peut-être à chacun d'inventer un chemin pour trouver une petite voie d'espérance au milieu de choses difficiles et ça peut porter beaucoup de fruits pour soi et pour les autres. Bon, merci en tout cas, merci de raconter votre histoire, qui est inspirante et qui est enthousiasmante, parce qu'effectivement, c'est jamais comme on l'imagine. Il y a beaucoup de rebondissements et donc merci de transmettre ça, merci pour la confiance. Je voudrais vous présenter des amis à moi que j'appelle des amis dénicheurs. Alors ils devraient vous plaire parce que vous avez été un des pionniers du microcrédit dans le monde. Et donc voilà, ils sont convaincus comme vous qu'il y a plein de fléaux dans cette société, mais qu'il y a plein de solutions aussi. Et des solutions qui marchent. Et donc on aime bien ensemble mettre des petits coups de projecteur sur les solutions qui marchent. Et vous me donnerez votre avis. Vous me direz surtout si vous comprenez pourquoi je les adore. Et je les vois arriver avec le sourire. Céline, Brigitte, Luc, Émilie, salut les camarades. Salut, salut. Je vous laisse vous installer. Bonjour. Bonjour. Lorraine et Jean Renaud, mes invités. Bonjour. Et alors je vous présente mes camarades. Luc, petit-fils et fils d'instituteur et de médecin. Et mon père est médecin. Et donc tu le dis parce que tu vas parler de médecine de campagne. Oui. En France, on manque de plus en plus de médecins. D'accord? Il y en avait en gros, rien que pour les généralistes, 100 000 il y a encore 10 ans. Déjà 10 000 de moins dans 10 ans. C'est quand même beaucoup. D'accord? Alors moi, je vais vous parler d'initiatives de petites communes, de villages qui rivalisent de créativité et d'ingéniosité pour attirer des médecins chez eux. On va partir dans les Côtes d'Armor et en Bretagne. Céline, c'est notre jardinière. C'est son métier. Elle aime se présenter comme ça. Et elle nous aide notamment à mieux consommer, parce qu'on nous explique qu'on est un peu responsable de tous les fléaux de la société, on ne sait pas par quoi commencer. Donc consommer bio, consommer local, c'est un peu ton credo.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition d'un relais de poste. La disparition d'un relais de poste. D'un relais de poste, mais plus largement de la disparition de tous les petits commerces qui sont dans nos campagnes et d'une idée gonflée, maligne qu'ont eu 2 jeunes femmes et qui ont transformé ce lieu en un endroit un petit peu couteau suisse. Ça se passe dans la Loire. Un couteau suisse dans la Loire, c'est la poste, on a rien compris, on est impatient d'y être. Non, mais ça donne envie. Oui. Parce qu'on n'a rien compris. C'est pour ça que ça donne envie. Émilie s'intéresse aux entrepreneurs, notamment les entrepreneurs sociaux. Et vous savez qu'il était un des premiers dans le monde à faire du microcrédit. Ça se passait au Chili. Bon, après, je vous expliquerai l'histoire. Premier dans le monde. Je vous dis pas les conséquences. Je plaisante. Une très très belle histoire. Après, une très belle histoire d'amour. Mais du coup, elle est intéressée par ces entrepreneurs sociaux qui ont du peps et qui peuvent changer le monde. Exactement. Alors aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'habitants d'un petit village, enfin d'une ville plutôt, qui ont décidé de sauver une usine en la transformant en un lieu de vie, de partage, de convivialité et de travail. Alors, est-ce que ça a marché ou pas? Ça fait déjà 1 an que le projet a été lancé et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Parce qu'en fait, c'est qu'ils ont la consigne, c'est de ne pas tout dire pour vous donner envie. Là, ça va? Ça vous donne envie quand même ou pas du tout? Oui, bah parce oui, que c'est... la curiosité. Il y a des sérieux. suspens. Ouais. Quant à Brigitte, son rire est légendaire, son intérêt pour les autres est très très connu de toute la France désormais. Oui. Et donc tu vas nous parler de quoi? Ah ben moi, je vais vous parler d'une jeune femme géniale. Elle a 41 ans, elle habite à Argentan. Elle était coiffeuse. Pendant 22 ans, elle a été coiffeuse. Et puis, au bout de 22 ans, elle en a eu un peu assez. Puis, ça devenait difficile, le métier de coiffeuse dans son coin. Donc, elle s'est dit, il faut que je fasse autre chose. Et un boulanger lui a proposé de faire ses tournées à lui, c'est-à-dire les tournées du pain. D'accord, donc la coiffeuse deviendra boulangère. Voilà. Tu fais exprès de m'embêter. Allez-y. La coiffeuse est devenue boulangère? La coiffeuse est devenue boulangère. Et Non, elle fait pas le pain. elle tournicote. Voilà. Voilà. Elle est tournée. Très bien. Elle coiffeuse. vend, voilà, elle vend le pain. Boulangère itinérante. Et elle trouve ça génial. Elle devient, c'est un déclic incroyable pour elle. Elle fait ça. Manque de peau. Au bout de 2 ans, le boulanger fait faillite, ferme sa boutique, et elle se dit non, j'ai trop aimé faire ça, il faut que je continue à faire des tournées comme ça. Alors pendant un petit moment, elle tâtonne, elle n'arrive pas, elle a des tas de déboires, elle n'arrive pas à se lancer. Et puis là, depuis le mois de septembre, ça y est, elle est lancée, elle fait des tournées et elle adore ça. Est-ce qu'on peut la regarder, s'il te plaît, Frédéric? Je demande à mes invités, ça vous intéresse? Ah bah évidemment. Oui. C'est parti. Voilà, Ouais, merci. ça a suscité ma curiosité. Les commerces de proximité disparaissent dans les campagnes. Il est nécessaire d'apporter une réponse aux besoins des villageois. Mon activité est marchand ambulant. Donc je livre du pain aux personnes en campagne et j'apporte aussi dans mon camion un complément avec de la crèmerie et de l'épicerie. Ça va Sophie? Ça va. Allez, go. On y va. Tiens. Merci. Tiens. Actuellement, je sillonne 27 communes et je livre à peu près 350 clients par semaine. Les personnes qui bénéficient le plus souvent de mes services, ce sont les personnes complètement isolées, les gens qui sont en pleine campagne, qui sont seuls, souvent sans enfants, voilà, qui n'ont pas de moyens de locomotion ou plus parce qu'ils arrivent à un âge où ils n'ont plus la possibilité de se véhiculer. Ça va. Vous aussi? Oui. Alors, une petite baguette? Une baguette. Une longue? Sandra me livre depuis 2 mois environ et je suis contente parce que actuellement je peux conduire, mais malheureusement en vieillissant, je serais bien contente d'avoir quelqu'un qui passe parce que dans les petits villages maintenant il n'y a plus rien. C'est vraiment dommage. On a même fermé l'école. Maintenant on n'a plus rien, ni boulanger, ni école, rien. Alors vraiment on est content d'avoir quelqu'un qui vient pour nous aider.
Avant de démarrer cette activité, donc j'ai été dans la coiffure pendant plus de 20 ans. Et après avoir fait le tour du métier, j'ai décidé d'en changer. J'ai trouvé en fait une annonce qui cherchait une vendeuse en boulangerie, mais en tant que marchand ambulant en fait. Pour moi, ça a été une découverte complète du métier. Bonjour. Bonjour Alain. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, on vous attendait. Ah, avec impatience. de pied ferme. De pied ferme, oui. Ce qui est plus agréable pour moi aujourd'hui, c'est vraiment quand j'arrive chez une cliente, c'est d'avoir ce sourire jusque-là. Rien que ça, moi, je me dis que j'ai passé une très belle journée. Elle nous apporte un petit peu de gaieté, sa jeunesse, son sourire. Vraiment, c'est appréciable et on a envie que ça marche. Parce que c'est pas évident quand même. Hein. Faut pas avoir peur du risque. À lundi. À lundi. Merci, bonne semaine et bon week-end. Oui, merci. Bonjour à votre époux. Oui, je vais pas manquer. J'ai économisé 2 ans pour pouvoir trouver donc un camion afin de créer ce projet. Ça me tenait vraiment à cœur. Comme l'idée était très intéressante, les villageois, ils se sont vraiment liés entre eux, soudés, et ils se sont passé le mot pour que je puisse vraiment avoir le maximum de clients. Et maintenant, c'est génial. On a une relation différente d'une clientèle qui vient vers une boulangerie. On a un petit gâteau, un petit café qui nous attend, le partage de la famille, les photos. Voilà, c'est complètement différent. Voilà. Parfait. On accepte un café. Si vous voulez, Voilà. j'ai le temps. Vous avez le temps. J'ai le temps. C'est parfait. Alors. Mes horaires sont de 8h moins le quart à peu près le matin jusqu'à des fois 16h, des fois 17, des fois 18. Tout dépend de ce que les personnes auront comme besoin. Et les filles vont bien? Très bien. Très bien. Oui. Pas de problème. Voilà. Bientôt les vacances. C'est bientôt les vacances, bah oui. Des fois elle est prochaine, mais elle a toujours le temps de discuter, voilà. C'est une présence et pour moi, j'adore manger du pain frais. Hein. C'est clair. Alors, c'est quand même une présence, c'est un plus. On se fait des bonnes discussions en général. Voilà. Cette vie a plus de sens parce que je me sens plus épanouie. Si j'avais un message à passer, donc ce serait soyons solidaires. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À jeudi. Au revoir. Sandra, donc une ancienne coiffeuse qui lutte contre la désertification des campagnes, on sent bien qu'elle amène plus que du pain. Hein. Ah oui. Incroyable. Moi, je suis... Déjà, j'ai été touchée par les mots que j'ai vus écrits dans le camion. Oui. Aimer, rire, enfin, c'est incroyable, quoi. Oui, oui. Et il y a, au-delà de cette notion de service, d'abord, je la trouve courageuse, hein, parce que ça doit être rude. Hein. Oui. On sent bien, à demi-mot. Et au-delà de cette notion de service, qui est un vrai plus, quoi. Et moi, je suis touchée parce que j'ai maman qui vit au fin fond de la campagne, enfin, voilà, quoi. Dans quel coin? En Sologne. Et c'est vrai qu'elle est loin de tout village, elle ne conduit plus, donc tout est compliqué. Donc cette notion de service, et on sent bien que cette jeune femme-là, elle met le doigt sur la question du sens et de tout ce qu'il y a d'humain derrière. Et le nombre de fois, ce qui m'a frappée, c'est le nombre de fois où j'ai entendu le mot présence. Et ces le personnes... mot merci, il y a de la gratitude. Mais oui, c'est incroyable. Les sourires, le regard, voilà. Jean-Renaud? Et on parle de nourriture, mais on parle aussi de solitude. C'est-à-dire qu'on donne, on amène à manger et on amène aussi une présence. C'est magique. Voilà. Ben justement, on a l'impression que tout le monde est content en fait dans l'histoire. Hein. Ah, tout le monde. Elle est heureuse. Elle le dit. Je suis épanouie. Et ce qu'il y a de fou, c'est que non seulement elle discute un peu avec les gens, mais elle leur rend des services qu'elle trouve insignifiants, mais qui sont énormes. Par exemple, elle arrive dernièrement chez une dame qui avait plus de lumière dans son séjour. Et qui restait dans le noir. Pourquoi? Parce que les personnes âgées, elles n'osent pas demander, déranger les gens, leur demander des services. Moi, je l'ai vécu avec mon père, que j'ai trouvé un jour, sans lumière du tout, et qui disait rien. Tant pis. C'est dans la résignation et l'acceptation. Oui. Donc là, il fallait changer une ampoule. Changer une ampoule, elle l'a fait, elle a changé l'ampoule. Elle va aussi leur chercher du bois quand elle voit qu'il n'y a plus trop de bois pour le feu. C'est un sujet à la mode. Moi, dans mon activité professionnelle, j'ai vu passer un projet mené par la Poste.
Et c'est les postiers Oui. qui vont élargir Exact. voilà, leur fonction pour apporter ce type de service aux personnes. Le courrier et le pain, ce serait le pain aussi? Pas le pain, non mais c'est plus rendre des petits services, des menus amener services administratifs. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le futur de la poste aujourd'hui est un peu compromis avec l'essor de tous les outils numériques. Et donc en fait, ils vont étendre en fait l'activité des postiers en les rendant en fait comme un peu des acteurs de la solidarité des territoires ruraux. Un peu de conciergerie. Voilà, exactement. Et ce projet de cette jeune femme, Sandra, donc on est vraiment attentif, hein, on espère que ça marche, mais elle a d'autres projets, elle veut élargir. Alors elle veut élargir, elle veut faire porter des repas, par exemple. Donc elle cherche un partenaire, un charcutier partenaire pour préparer des plats. Traiteur, quoi, qui pourrait... Voilà, et elle porterait les plats à domicile. Elle a fait un partenariat avec des journaux, les journaux du coin, les mairies la soutiennent, parce que comment elle a réussi à faire ça? Elle est allée mettre dans les boîtes aux lettres des petits mots, enfin, elle est hyper débrouillarde. Les mairies aussi, pardon. Et elle pourrait faire des coupes de cheveux. Exactement, elle est coiffeuse. Oui, mais là, ça fait peut-être beaucoup. Coiffeuse à domicile. Oui, coiffeuse à domicile. Un peu beaucoup. Et donc, elle a comme projet, les journaux de son coin, elle a fait un partenariat avec eux depuis très peu de temps, là, ces jours-ci. Et elle va vendre les journaux aussi, porter les journaux aux personnes âgées, etc. Bon, je l'embrasse, Sandra, effectivement, elle change le monde. Oui. Mais elle pense que non, elle pense que si tout le monde faisait comme elle, un petit peu, mais c'est ça la question. Elle est fantastique. Elle est inspirante. Oui. Et c'est contagieux. Luc, on a parlé effectivement dans les campagnes, ça manque de tout, et notamment de médecins. Et oui. Et donc c'est quoi la solution? Alors, d'abord le problème. Et oui. J'ai appris ça, c'est assez dingo. 30% des Français vivent à plus de 30 minutes de leur médecin. Enfin, ça me paraît fou, ça, moi. Non, pas vous, ok. Alors... non, mais nous, on est bouche bée. Eh bien non, mais c'est fou. C'est fou. Et il y a de moins en moins de médecins. Les médecins, surtout dans les campagnes, vieillissent. D'accord, et les jeunes ne veulent pas aller s'enterrer dans un trou. Voilà, c'est compliqué. Il y a des mesures incitatives, mais ça marche pas. Ils ne veulent pas y aller. Et aujourd'hui, on a tous besoin d'avoir un médecin référent. Il y a des gens dans des communes, vu qu'il y a de moins en moins de médecins, qui ne peuvent plus avoir leur médecin référent. Oui. Parce qu'ils ont des quotas, ils ne peuvent pas accepter tout le monde. Et du coup, si on n'a pas de médecin référent, on est moins bien remboursé. Tout ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a des communes aujourd'hui qui se battent justement pour faire venir ces médecins. Alors moi, je vous amène à Landudec. Landudec, c'est dans le Finistère. Vous voyez, c'est à peu près ici, là. Vous voyez, sur la pointe la Finistère, il y a Quimper qui est là, Brest un petit peu au-dessus, d'accord? Eh bien, dans cette commune, 1400 habitants, ils ont tout un tas de services, mais il manque le médecin. S'il manque le médecin, comme elle le disait, la dame, c'est comme s'il manquait l'école dans un village. D'accord? Il manque une âme. Alors, ils ont une idée originale et intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont fait, avec tout le monde, tous les participants du village, le maire, des commerçants, des habitants, une petite vidéo pour faire parler d'eux, pour qu'on ait envie de devenir médecin. Donc c'est une opération séduction. Opération séduction. Si tu peux. C'est une comédie au Québec extraordinaire. Ah oui, la grande séduction. Tout un village se met en place pour faire venir. Et donc ça, c'est pour de vrai. De 2004, très bon médecin. Et donc là, pour de vrai, ils ont fait une petite vidéo. Si tu veux bien nous la montrer, elle est très sympa. Tu vas voir. Génial. Nous, c'est Landudec. On est ici, Bretagne, Finistère. Vous y trouverez des chants, des fraises et des surfeurs. On n'est pas loin de grands festivals comme le Bout du Monde ou les Vieilles Charrues. On occupe une zone géographique centrale et on possède plein de sentiers de randonnée. Du coup, l'été, la population est multipliée par 2. Heureusement que notre camping peut accueillir tout le monde. À Landudec, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez une maison de retraite comme une discothèque. Vous pourrez y trouver une multitude de professions de santé. Ça va passer. Pharmacien, infirmière, Ça va piquer. kiné, Ça va craquer. pompier, Ça va brûler. ambulancier, Ça va aller. pompe funèbre et même un prêtre. Ici, nos équipes sur le terrain travaillent sur des maladies extrêmement rares comme La varicelle. La grippe. Le rhume des foins. L'embalo. Une angine. Un bobo. Ici, les vaccins, on est plutôt contre. On est plutôt pour, en fait. Bah en fait, on sait pas. Ici, le danger guette. Un simple rasoir, un couteau, Aïe. une tronçonneuse, Oui. ou pire encore, une enveloppe. Heureusement pour nous,
On a une équipe de choc à la mairie. La seule chose qui manque à notre bonheur, c'est un docteur. To be or not to be. Un médecin pour Landudec. Hashtag Landudoc. Bientôt dans votre salle d'attente. Énorme. Je peux habiter là-bas. Toubib or not Toubib. Non mais c'est incroyable. D'abord la créativité, l'humour, mais ouais. et surtout de voir que tout le monde participe à cette vidéo. Donc ça donne un peu une vision de l'état d'esprit. C'est une manière de se vendre aujourd'hui extraordinaire. Réaction. Ouais. C'est génial et puis ça devrait être dupliqué sur d'autres sujets oui. partout. Non, c'est vraiment excellent. On a envie d'y aller. Ah non, mais moi je suis scotchée par la créativité. Ouais. Vous avez prononcé le mot et puis la pêche, quoi. Et on se dit, waouh, ça donne envie d'aller se balader là-bas, quoi. Ça donne envie de faire des études de médecine. Métis, ils ont besoin. Bah bien sûr. Mais alors est-ce qu'on sait, on sait si ça... Alors attendez, je vous raconte la suite de l'histoire. Trop vite. Bah, moi j'ai envie de savoir. Ça a commencé il y a 6 ans. Ils avaient un médecin qui devenait, comme je racontais, qui devenait âgé, qui pouvait plus. Hein. Donc déjà il y a 6 ans, ils ont commencé à chercher, sachant que le médecin allait être là encore 2 ans. Le médecin est parti, ils n'ont toujours pas trouvé. Et depuis 4 ans, ils cherchent encore. Ils ont fait cette vidéo. Grâce à cette vidéo, ils ont lancé, ils ont voulu qu'on s'intéresse à eux. Ils ont lancé un généraliste dating, comme un speed dating, vous savez, un truc de rencontre pour des amoureux. Casting de médecins. Un casting de médecins avec 28 autres communes sur Brest. Une quinzaine de médecins sont venus, mais ça n'a pas marché avec eux. Alors voilà, il y a des gens qui ont vu la vidéo, 251 000 vues sur Internet. Ça veut dire que ça fait quand même du buzz, comme on dit. Et donc voilà. Et ça leur arrache la bouche de parler Est-ce qu'ils ont moderne. trouvé un médecin ou pas, Luc? alors justement, ils ont trouvé 8 médecins potentiels, mais qui venaient de l'étranger. Et vous savez que quand on vient du Maroc, de Syrie, voilà, il faut passer une équivalence de 3 ans d'internat pour pouvoir être reconnu. Donc ça n'a pas marché. Donc malheureusement, ça n'a pas marché. Donc il faut y aller. Brigitte, tu passes un diplôme. Non, vraiment, c'était vraiment pour les aider. Là, on a passé la vidéo, je suis sûr qu'ils vont avoir des réponses. C'est fou. Parce que là-bas, il y a du homard. Il y a des huîtres, il y a des crêpes, il y a la mer à côté. Il y a le chouchen. Il y a le chouchen, il y a des petits producteurs locaux. Mais voilà. Mais je voulais vous parler d'une initiative qui, elle, a marché. Alors là, je vous amène à la Roche des Reins. La Roche des Reins, c'est dans les Côtes d'Armor. D'accord ? Là, même problème, même cause. En mars dernier, le maire, Jean-Louis Evin, rien à voir avec la loi Evin, Jean-Louis Evin, il dit, ça fait 2 ans, je cherche un médecin, j'en trouve pas, machin. Je vais embaucher un druide. J'ai plus de médecin, il me faut bien quelqu'un. Mais c'est une blague. Donc j'embauche un druide. Sauf que tu as... Ça n'existe pas. Non, tu as bien raison, c'était une blague. Sauf que ce truc a fait un tel buzz. On en a parlé aux États-Unis. Les Français débauchent les druides. Si. Ils sont fous, les Américains. Non, mais ils en ont parlé. Ça a fait un tel buzz. Donc, du coup, ils ont fait du coup depuis la fête des druides. Non. Si. Mais sauf que depuis octobre dernier, eh bien, il y a une jeune femme qui est médecin et qui s'est installée sur la commune. Et du coup, de faire parler de soi. Ça Montrer qu'on a de l'humour, finalement. Montrer qu'on a de l'humour. Elle va reprendre ses études pour devenir druide? Non, elle est médecin. Elle a repris la tenue? Elle a non, pas du tout. Elle est venue pour rencontrer le druide de ses rêves. Elle est venue pour être médecin parce qu'elle a été touchée par la situation de cette commune. Génial. Merci, camarade. Avec plaisir. Céline. Alors, on parle de cet exode, mais l'exode, il marche aussi, il marche dans l'autre sens, on le voit. Il y a de plus en plus de citadins qui vont s'installer à la campagne. Je crois d'ailleurs que vos parents avaient fait ça quand vous étiez enfant. Écoutez, absolument. Moi, j'ai vécu en région parisienne, mais dans un petit village qui s'appelle l'Étang-la-Ville. Et effectivement, on est tous partis. Voilà, c'était une campagne, c'était un campagne familial. On avait un parc avec... voilà, c'est super. Et c'est ça, les citadins en ont ras-le-bol. Ils vont de plus en plus s'installer à la campagne. Et en même temps, il y a de moins en moins de commerce, il y a de moins en moins de médecins. On continue à être un peu dans un désert. Et là, j'ai les 2 nanas dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont 2 jeunes femmes qui ont décidé de saisir de ce problème-là et d'imaginer une idée moderne, connectée, innovante. Vous parliez tout à l'heure de conciergerie. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on connaît pas trop. C'est prévoir un couteau suisse, un endroit où c'est pas un relais de poste, c'est pas une épicerie, c'est pas une boulangerie, c'est pas un pressing, c'est pas un café, c'est un peu tout ça. C'est un endroit dans le village où il se passe tout. Moi, je trouve ça génial. J'adore. Je vous propose de regarder le reportage de Mail Ancien. Allez, on regarde et vous réagissez juste après. Aujourd'hui, un village sur 2 en France n'a plus de commerce et les villages deviennent des cités dortoirs.
où les gens n'ont plus l'occasion de se rencontrer. Bonjour. Je me prépare, j'arrive. Ouais, ça va. Ici à Chandieu, il y avait cet enjeu de la fermeture annoncée du bureau de poste. Et effectivement, c'est un point névralgique dans le village où les gens se retrouvent, puis peuvent échanger régulièrement. Il y avait un local disponible. Et notre proposition, notre projet, visait à recréer ce lien social. Parfait. Une petite signature, s'il vous plaît. J'ai 15 ans d'expérience dans le marketing agroalimentaire. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé, imaginé, conçu, vendu des produits les plus standardisés possibles pour le plus grand nombre de personnes possible. Je me suis interrogée sur le sens de cette activité et j'ai souhaité m'impliquer dans une activité plus locale, peut-être plus positive pour la société. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens chercher un colis qui a été livré chez vous. D'accord. Est-ce que vous avez une carte d'identité, s'il vous plaît? Oui. Merci. Je vais le chercher. J'ai dit que c'était ici que la population était intéressée, qu'on avait un bon accueil et un potentiel de se développer. C'est presque un salon. C'est ça, un salon thé snacking du terroir, on appelle ça. Ouais. Et puis vous avez aussi les services. Donc on a la poste, Oui. tous les services de la poste, pressing, cordonnerie, clés. Si vous avez des chaussures à réparer, vous nous les laissez, on s'en occupe. D'accord. Avec les artisans de Montbrison. Oui, d'accord, ouais. Voilà, donc tout pour vous rendre accessibles les produits du forêt et les services du forêt. C'est bien, c'est intéressant. Dans nos campagnes maintenant, eh ben, on n'a plus ce genre de truc. On n'a plus tous ces services. Les cordonniers, ils ont disparu. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre. Les clés, eh ben, il faut aller à Montbrison, etc., quoi. Donc on a perdu ce côté relationnel. Alors qu'ici, on le retrouve. C'est ça qui est bien. On va pas chercher bien loin. Hein. C'est le principe. Tous des produits locaux. Voilà. Ici, on a pu déployer l'offre telle qu'on l'imaginait. Cette offre qui est très orientée sur les produits locaux, le circuit court. Et ça, c'est un attrait important pour toutes les populations qui ont, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, cette conscience qu'il faut consommer un peu différemment, qu'il faut consommer local, des produits du terroir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Ouais, toi? Oui. Alors, qu'est-ce que je t'ai amené de beau aujourd'hui? Là, t'as des beefsteak rhum steak. Après, t'as du veau de lait. Nous, c'est toujours du veau de lait, donc toujours élevé à la ferme. Il n'y a pas de problème. Je suis boucher charcutier sur la commune de Trelin, qui est un petit village à côté de Chandieu, à 15 km. C'est vrai qu'au début, l'idée me faisait un peu peur. J'ai dit, oh, ça va être dur et que ça va peut-être pas forcément marcher. Puis finalement, je me suis aperçu que plus ça allait, plus ils prenaient les commandes et ça marche bien. Les gens ont l'air contents, donc c'est sympa. Tu as tout ce qu'il te faut pour tes petits clients. Très bien, bah, je vais vite mettre ça en rayon parce que les clients vont l'attendre. Ok, allez, je te remercie. Salut. À bientôt. Au revoir. Les valeurs que l'on veut véhiculer, c'est les valeurs du partage, de la solidarité, du vrai, des vrais produits pour des vrais clients, des vraies relations humaines. Il est vrai que quand on a démarré cette aventure, on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit « ça n'a jamais marché, une épicerie, il y en a eu plein avant vous, je vois pas pourquoi vous, ça marcherait ». Ça, c'est difficile. Après, c'était pour moi retrouver le sens dans mon activité professionnelle. Et c'est pour ça que je me lève tous les jours. Et là, pour le coup, oui, sans hésiter, le sens, je l'ai trouvé. C'est ce qui fait qu'on peut continuer le combat, c'est qu'on a ça, le sens. Donc ça démarre par une nouvelle triste, la disparition d'un bureau de poste et quelqu'un qui trouve du sens à sa vie. Ça vous parle? C'est paradoxal. Le monsieur disait on a perdu le relationnel. À l'heure de Facebook, à l'heure d'Internet, etc. C'est quand même fort. Dites pas ça à Fred, parce que lui, il est convaincu que c'est de la crotasse. Non, je ne dis pas avec ces mots-là. Mais c'est vrai que je préfère le réel au virtuel. J'ai beaucoup de mal avec le virtuel. Mais effectivement, donc quelqu'un comme ça qui va créer du lien, et surtout quelqu'un qui travaille dans le marketing, donc qui a une formation dans les grandes entreprises, etc., et qui a utilisé son savoir-faire, mais qui a rajouté du sens. Oui, et puis on sent qu'à une époque où on souffre aussi du chômage et on se dit mais il y a une sacrée place pour la créativité et beaucoup dans la notion de service.
et qui va donner du sens. Donc je trouve que ça donne énormément d'espoir, là, tout ce que vous avez présenté, parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il y a vraiment de la place quoi, pour les auto-entrepreneurs, pour la créativité, et en plus avec cette notion de sens dans le service donné à l'autre. De transmission, vraiment, parce qu'il y a la transmission du savoir, d'un savoir-faire, de ce qu'on fait d'un territoire, d'un terroir. Et on dit que c'est connecté parce que ça connecte en effet les gens entre eux. Elles utilisent leur système et le sens avec, elles disent elles-mêmes, elles utilisent des phrases très jolies où elles disent on a l'habitude de consommer du made in chinois et on oublie le made in chez moi. Donc là, c'est un peu ça. Et elles ont pour l'instant 2 salariés. Et elles travaillent vraiment à recréer ces lieux de rencontre avec la maison de retraite, par exemple. Il y a un petit monsieur qui vient tous les jours acheter sa bouteille d'eau. Donc c'est sa promenade, il pourrait se faire livrer un pack d'eau parce qu'elles font des livraisons. C'est exprès en fait, Voilà. une par une. Exactement. Donc c'est la création du lien là encore. On se reparle, on discute, on goûte des bons produits, on attire du monde, on apprend à servir d'Internet parce qu'elles ont les photocopies, l'ordinateur à disposition, elles vont mettre en place des cours d'Internet pour les personnes âgées pour savoir comment écrire un mail, l'envoyer. Les clés, bien sûr, quand on a ou une chaussure à refaire, on permet à toutes les personnes qui vivent sur place de profiter d'une multitude de services. C'est le monde dans lequel on voudrait vivre. Oui. L'idée maintenant, c'est d'aller s'installer dans un village beaucoup plus petit où il n'y a plus rien, où il n'y a pas de boulangerie et de faire venir, de servir de toutes ces connexions pour dupliquer le système. Donc il y a 2 projets en Rhône-Alpes et puis il y a une boutique en ligne qui est effective là depuis le mois de septembre. Donc pour l'instant, c'est pas beaucoup de commandes, hein. C'est 5-6 paniers par semaine, mais on peut aller choisir ses produits, faire livrer son panier et puis elle l'amène à la maison, elle l'apporte à la maison où on peut aller le chercher. Super, enthousiasmant. Merci, merci beaucoup Céline. Émilie. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de comment est-ce qu'on revitalise les zones rurales, les villes. Eh bien, c'est aussi possible grâce aux usines. Ces usines qui sont abandonnées, eh bien, aujourd'hui, on peut les transformer en des lieux de vie, en des lieux de travail pour vivre et travailler autrement, pour avoir des échanges, restaurer la convivialité. Eh bien, c'est l'histoire que je vais vous raconter, la mobilisation des entrepreneurs, des associations, des citoyens qui avaient justement envie de vivre et de travailler autrement. Et ils se sont mobilisés pour ça et ça a créé une histoire magique qui a débuté avec photographie. David Sibon et sa femme Françoise. David Sibon a 70 ans. Il habite à Cré, qui est une petite ville de 8000 habitants dans la Drôme. Et depuis 1990, il est propriétaire de l'usine de Cré qui crée des pièces mécaniques pour l'automobile et l'aéronautique. Et en 2013, cette usine a cessé son activité industrielle comme beaucoup d'usines en France. Et là, David a reçu énormément de propositions et des propositions très juteuses, notamment pour vendre son usine et la raser pour la transformer en immobilier et en logement. Voilà ce qui est le cas dans 70% des cas pour les usines. Et il a aussi reçu la proposition plus surprenante et plus créative d'un collectif de citoyens qui se sont mobilisés en se disant « Mais tiens, et si on transformait cette usine en un lieu de vie, un lieu d'échange culturel, un lieu pour travailler et accueillir des entrepreneurs ?» Et là, David, il s'est dit eh ben moi, je vais soutenir la jeunesse parce que je suis un entrepreneur et j'ai envie aussi de laisser cette chance aux jeunes. Et là, l'entourage de David, ils lui ont dit « Mais t'es complètement fou. Pourquoi est-ce que tu fais confiance ?» Pourquoi est-ce que tu fais confiance aux jeunes? Pourquoi est-ce que tu fais confiance? Tu ferais mieux de prendre un chèque et de vendre ton usine. Bon, j'aurais dit ça. Et David, il en a parlé à sa femme et sa femme Françoise lui a dit non, nous on va soutenir la jeunesse. Et donc, ils ont accepté l'offre de ce collectif qui est une association qui porte un projet qui s'appelle l'usine vivante, qui avait donc vocation à transformer cette usine industrielle du 19e siècle en un lieu de vie pour le village. Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Alors ça ressemble à quoi? Eh bien écoute, il y a 2000 mètres carrés c'était comme ça, hein, tac, tac, tac. d'usine. Donc pour l'instant, il y a 200 mètres carrés qui sont mis à la disposition des entrepreneurs, des associations, des syndicats agricoles, également des artisans qui travaillent en fait dans cet environnement. Il y a également bureaux partagés au fond. Des bureaux partagés. Il y a également des événements culturels qui sont organisés, un festival d'art contemporain, des journées du patrimoine, puisque c'est une usine qui date du 19e siècle, donc ça fait partie du patrimoine industriel, architectural de la France. Il y a des artisans aussi, tu m'avais dit. Il y a des artisans sur 500 mètres carrés en espace extérieur et dans des hangars qui travaillent, donc des menuisiers, on voit de la couture. Exactement.
des ateliers Donc il y a de la vie. Je couture. comprends pourquoi ils appellent ça usine vivante. Hein. Usine vivante parce que c'est un projet qui vit, qui est en évolution et qui est donc porté par cette association. Et ça a apporté des choses concrètement, économiquement? Alors économiquement, eh bien, figurez-vous que des entrepreneurs lyonnais, des entrepreneurs de Paris, des entrepreneurs de Marseille, environ une dizaine, sont venus s'installer dans la ville de Cré depuis une année, puisque le projet a été lancé fin 2015, donc il a fêté ses 1 an récemment. Et ça a créé en fait tout un écosystème avec des emplois qui ont été créés, des localisations d'entreprises. Exactement, des entreprises qui travaillent aussi avec ces entreprises. Donc ça crée du business, ça crée des emplois, ça crée de la vie, puisque lors des ateliers qui sont organisés, qui s'appellent des sorties d'usine, donc vous allez aux sorties d'usine, et bien ce sont des ateliers, des conférences. Il y a environ 200 personnes qui se mobilisent pour se rendre et aller écouter des conférences, se former aux réseaux sociaux, aller rencontrer les artisans, aller rencontrer les entrepreneurs. Donc ils ont eu raison d'y croire, de ne pas accepter le chèque. Ouais. Exactement. David, en plus, lui, qui a donc 70 ans, donc qui pourrait arrêter complètement de travailler, eh bien, non, il continue à travailler, il a une activité et puis de conseil et il se rend régulièrement à l'usine. Il a monté un petit club d'entrepreneurs qui vont faire du micro-investissement, pas du microfinancement, mais des micro-investissements dans ces petites pépites qui sont aujourd'hui donc 25 à être hébergées à l'usine vivante. Vachement bien. En un an, 25. Réaction, ça vous parle sur plein de plans. D'abord, vous êtes conseiller, vous avez dit que vous faites des conseils en entreprise. Est-ce que vous lui auriez conseillé de faire ça? Oui, c'est tout le débat micro-macro. Et effectivement, il y a de la place pour les micro-entreprises et pour les micro-initiatives pour revitaliser en fait un tissu local. Ça a été ignoré très longtemps, on ne pensait que macro. Et en ce moment, c'est en train de revenir à vitesse grand V. Comme source effectivement de création d'emplois, de richesses, etc. Donc c'est complètement dans l'air du temps. Mais ça vous parle, c'est la sensation que vous avez, c'est quoi? C'est que c'est une mode ou que Non, c'est non, au non. contraire un retour naturel? C'est une bonne idée, quoi. C'est une bonne idée, mais ça se voit de partout. Il y a un vrai changement tout est en train de changer. Hein. Regardez l'ubérisation, etc. Tout est en train de changer. On est en train d'assister, d'ailleurs c'est passionnant les temps qu'on vit, à une reconstruction de nos modes de fonctionnement, notamment économiques. Et donc ce type d'initiative, je suis sûr et certain, est appelé à se développer. Ça va faire un cas d'école s'il réussit bien. Et c'est appelé à se développer parce qu'on a fait le tour des autres options. Hein. Et elles n'ont pas forcément bien marché. C'est ça, parce qu'on nous dit que le monde est en crise. Donc finalement, il n'y a pas d'autre choix que de chercher des solutions. Oui, mais les crises, et d'autres choses. Voilà, les crises sont intéressantes à partir du moment où effectivement elles te font rebondir et renaître sur des nouvelles solutions. Et là où je rebondis sur ce que vous dites, c'est que la crise, elle est intéressante. En fait, hein, vrai bidibule. C'est que vraiment, en fait, la crise, c'est un moment où on a l'impression que c'est un moment de crispation, alors qu'en fait, c'est un moment d'opportunité parce que c'est le moment où vous êtes en mode système D. Donc quand vous êtes en système D, vous pensez à des solutions et vous êtes créatif comme vous n'êtes jamais créatif. Quand on est poussé justement à cette... Quand on est dos au mur, on est obligé de déployer le système D. Quand on est dans le confort, on n'a pas de raison de chercher des solutions. Exactement. Le système D est de regarder autour, de compter sur les autres. Exactement. Et de réinventer des modèles. Et de faire appel aussi au collectif pour pouvoir faire aboutir des projets comme ça. Et d'ailleurs, en 2017, la surface de l'usine va doubler puisque 400 mètres carrés seront alloués donc aux entrepreneurs, aux associations et aux startups. Donc 10 entrepreneurs supplémentaires vont être accueillis en 2017, en sachant que par semaine, l'association reçoit entre 3 et 5 demandes pour intégrer l'usine vivante. Donc c'est incroyable. On a envie de faire partie de ce genre de projet en tout cas. Merci d'avoir porté notre regard là-dessus. Merci beaucoup. Merci les camarades. Merci. Jean-Renaud, Lorraine, vous m'avez raconté votre histoire extraordinaire, une histoire d'amour fantastique, beaucoup de complicité entre vous et vous avez ressenti le besoin d'écrire un livre. Ça s'appelle Grâce à toi, du secret au pardon. Donc vous êtes dans la transmission aussi. Au fond, c'est un peu ça qu'on raconte. Merci d'avoir accepté de raconter votre histoire. Merci beaucoup. Vous êtes très inspirant. Merci les camarades. Merci. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite sur France 2. À très vite. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez étonné par le témoignage d'Olivia Chaumont. Pendant plus de 50 ans, Olivia s'est retrouvée prisonnière dans un corps qui ne lui correspondait pas. Elle a traversé un long parcours du combattant avant d'être aujourd'hui femme, transsexuelle et même féministe. Un message d'espoir qu'elle souhaite aujourd'hui partager. Je vis une
vie de garçon, mais je sens bien que c'est pas ma vie vraiment de garçon, que j'aimerais qu'elle soit ailleurs. Quand je me maquillais et que j'étais femme, c'est là que la vérité apparaissait. J'ai commencé à me laisser pousser les ongles, à me laisser pousser les cheveux. Ça se subit, la transidentité. Il n'y a aucun choix. Autour de mes 50 ans, j'ai dit ok, plaira ou ça plaira pas, je serai une femme transgenre et j'en serai fière. Et puis voilà, et ça sera ma vie.